Bonsoir Olivier Besancenot. Bonsoir. À chaque jour son rebondissement dans l'affaire Thévenoud, après les impôts, après les loyers, on apprend maintenant que c'est son kiné qu'il n'a pas payé. Vous avez une réaction? Qui a une grosse phobie en effet, voire peut-être des oursins dans les poches, un peu du mal avec l'idée de contribuer d'une manière ou d'une autre aux prestations qui touchent, aux impôts plus généralement, parce que je pense que quand même dans le best-of, on retiendra d'abord et avant tout les impôts. Pour quelqu'un qui était dans la commission de la fraude fiscale, pas déclarer ses impôts et nous dire qu'ensuite il a une grosse phobie administrative, comment dire? Ça a du mal à passer, quoi. Alors, vu la faiblesse de l'exécutif dans les sondages, vu l'atmosphère, certains redoutent ce dont vous avez toujours rêvé, une sorte d'atmosphère pré-insurrectionnelle, pré-révolutionnaire. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Et vous me voyez déjà sourire. J'aimerais qu'il y ait une bonne vieille révolution. On n'en est pas tout à fait là. Ce qu'il faudrait déjà, c'est une bonne vieille contestation. Une bonne vieille révolution, comme vous dites? Une bonne vieille révolution démocratique, oui, je pense. Oui. C'est quoi une révolution démocratique? Ce serait remettre à plat l'ensemble des règles politiques, parce que je pense que derrière Thévenoud, derrière Cahuzac, derrière chaque affaire, finalement, il y a un système politique qui est complètement déglingué et qui repose sur, je dirais, un vice de fabrication originel, l'idée qu'en gros on peut vivre de la politique. Donc il y a plein de politiciens qui se présentent à vous, qui vivent de la politique. La plupart n'ont jamais travaillé, vont prétendre finalement décider pour nos vies qu'ils connaissent finalement pas, et vivent d'un salaire pour ça. Et à partir de là, tout est tronqué, parce qu'au moment où il va falloir agir, on va agir en fonction de ce qui rentre dans le portefeuille. Donc nous, on a des solutions qu'on pourrait préconiser comme révolutionnaires, mais qui sont vieilles comme la Commune de Paris. Ce serait déprofessionnaliser la politique. Ça veut dire pas simplement interdire le cumul des mandats, c'est faire la rotation des mandats. On fait 2 mandats et ensuite on retourne au boulot, et surtout plafonner la rémunération des élus. Quand on est élu, on a un mandat, il n'y a pas de raison qu'on gagne plus d'argent que ceux qu'on est censé représenter, c'est-à-dire le salaire moyen de la majorité de la population. En gros, il n'y aurait pas la possibilité de pouvoir faire carrière en politique, parce qu'à partir de là, tout est dangereux. Alors, le Parti communiste veut faire de la fête de l'UMA ce week-end un rassemblement de la grande riposte de gauche. Il y aura des Verts, apparemment, le Front de gauche. Vous allez vous réunir avec eux pour ces débats, pour proposer ça, pourquoi pas? On sera à la fête de l'UMA, de toute façon, on y est chaque année. Mais dans les débats, pour cette alternative qu'il appelle de ses voeux. On sera là pour discuter, puis pour faire état d'une proposition concrète aussi, parce que les débats, c'est bien, avec les frondeurs, vous en parliez. Bon, les frondeurs, ils ont plein de mots dans la bouche et tout, puis quand il s'agit d'agir, ils nous parlent souvent d'abstention, par exemple, sur le budget. Parlons du budget, c'est une échéance très concrète. Le budget cristallise toute la politique du gouvernement, le pacte de responsabilité, l'idée qu'on va donner encore des milliards d'euros aux entreprises, alors qu'on va demander des milliards d'euros d'efforts à la majorité de la population, nous propose de faire tomber le budget. Et donc, puisqu'avec le Parti communiste, avec le Front de gauche et avec d'autres, d'ailleurs, de la CGT, de Solidaire, du droit au logement, on avait organisé le 16 avril dernier la première finalement grosse manif de gauche contre le gouvernement Valls. On propose de refaire la même chose au moment du budget. Et si les frondeurs veulent en être, ils sont les bienvenus. Oui, je pense, parce que là, il y a un petit climat qui est en train de changer. Il y aura une manifestation le 23 septembre pour défendre, par exemple, le service public hospitalier. Et ça, c'est issu de mobilisation locale. Le 16 octobre, vous le savez, est planté dans le décor une journée d'action interprofessionnelle proposée par la CGT. Nous, en complément, on pense qu'il faut mettre le paquet, c'est-à-dire faire un plan d'action pour faire tomber le budget, le pacte de responsabilité, et au passage, peut-être, sauvegarder la sécurité sociale, parce que s'il y a bien un dossier qui est sur la table en ce moment, c'est celui de la sécurité sociale. J'imagine que vous avez lu l'interview de François Hollande dans le Nouvel Observateur de cette semaine. Il disait il y a 2 solutions pour partir. Ce serait soit une majorité qui se dérobe, vous n'êtes pas concerné, soit la paralysie du pays par la rue. Je vois que ça vous fait sourire. C'est une idée que vous avez en tête? Ça, il vous a donné des idées, François Hollande? Peut-être que pour une fois, il nous donne une idée, oui. Peut-être que pour une fois, il nous donne une idée. C'est votre souhait de paralyser la France par la rue, éventuellement, avec ces écoutez, je vais vous dire franchement, pour ça, sous Sarkozy, pour moins que ça, on faisait la même chose. Donc tout à coup, c'est Hollande et on bégaye. Non. Sarkozy menait à peu près le même rythme de contre-réforme libérale, le même rythme de crise politique. Et à l'époque, on bégayait pas pour essayer d'organiser des grandes manifestations, des grèves, y compris sur des réformes concrètes. Je pense à la question des retraites. Et là, les contre-réformes libérales, c'est pas ça qui manque en ce moment, vu ce qu'ils nous annonçaient sur les seuils sociaux, sur le travail du dimanche, sur l'harmonisation en cause éventuelle des 35 heures, sur le flicage des chômeurs. Bref, c'est pas les sujets qui manquent. Donc, du côté de la gauche sociale et politique et syndicale non gouvernementale, la question qui se pose, c'est est-ce que oui ou non, on réserve à un gouvernement de gauche qui mène une politique de droite le même sort qu'on réserve à un gouvernement de droite qui mène une politique de droite? Manuel Valls a encore réitéré son appel à la responsabilité aujourd'hui. Il n'aime pas ce qu'il appelle le France bashing. Peut-être ce que vous faites un petit peu, j'imagine. On pourrait lui poser la question. Il ne serait pas loin de penser que oui, j'imagine. Votre réaction à ça? Ouais, mais il ne va pas jouer la victime de service. Il y a un moment, on ne peut pas amener la politique qu'il mène sans assumer le fait qu'il y ait une confrontation. Alors peut-être que ce qui l'arrangerait, c'est qu'il n'y ait qu'une confrontation à sa droite. C'est un peu ce qui est arrivé sous Hérault. Depuis que Valls est là, c'est un peu le contraire qui se passe dans la rue, puisqu'on en parlait. C'est d'abord et avant tout des cortèges de gauche, des grèves de gauche auxquelles on assiste. Et c'est vers ça qu'il faut continuer, parce que l'alternative, si on ne la fait pas émerger à gauche, c'est-à-dire s'il n'y a pas une gauche qui est capable de se réveiller, de se révéler socialement et politiquement pour neutraliser ce gouvernement, alors ce gouvernement enterrera la gauche.
Et le problème qui sera posé à tous ceux qui ont encore le cœur à gauche, ça sera peut-être d'inventer autre chose que la gauche. Mais j'espère qu'on n'en est pas encore là. Alors Manuel Valls, en tout cas pour l'instant, il a son plan. Il va aller voir Angela Merkel à Berlin. Il l'a dit pour la convaincre de son cap économique. Vous en pensez quoi de cette idée, de ce voyage? Qu'en réalité, pour la convaincre de son cap économique, il ne va pas avoir beaucoup de difficultés, puisque sur le thème de l'austérité, tout le monde va se retrouver. Et pour l'instant, elle n'est pas contente, puisqu'on renonce à la trajectoire des déficits. Ça devrait vous faire plaisir d'ailleurs qu'on renonce à la trajectoire des déficits. Ça aurait été de l'austérité. Non, parce que vous savez, derrière la question des déficits, il y a la question de la dette. Et la question qui se pose pour n'importe lequel de nous qui nous écoutent en ce moment, c'est de dire que finalement, on ne paye pas moins d'impôts, sinon on le serait. Et ces impôts, finalement, ne servent pas à combler les déficits, puisque les déficits augmentent. Et derrière ça, on a un endettement public qui continue. Et derrière l'endettement, il y a un marché spéculatif. Est-ce que vous vouliez qu'on respecte la trajectoire des déficits de Bruxelles? Non, je n'ai pas dit ça. J'avais cru mal comprendre. Je me disais, Olivier Besancenot a changé. Non, vous seriez tombé à la renverse. Je ne voudrais pas vous faire ça à cette heure-là. Ce ne serait pas raisonnable. Je vous dis que derrière les déficits, il y a plus grave, c'est le marché de l'endettement. Et derrière l'endettement, nous, on réclame une enquête publique, un audit, on l'appelle comme ça, c'est un terme un peu barbare, mais en tous les cas, une enquête publique pour savoir qui détient quoi derrière les fameuses personnes, finalement, derrière lesquelles l'État emprunte. Et nous, on pense qu'à 95% des cas, il y a des fonds spéculatifs qui spéculent sur les déficits publics. C'est-à-dire que c'est un marché, et pas qu'en France et en Europe. Et c'est là le point commun avec la politique allemande. Donc la question qui se pose, c'est qu'il y a eu des décisions extrêmement politiques. En 1973, par exemple, on a interdit à un État endetté de pouvoir emprunter à la banque publique. Depuis 1973, un État endetté est obligé, je dis bien obligé, d'emprunter à une banque privée. Et on a la transposition exacte au niveau des traités européens. Donc c'est des choix politiques qui mènent à cette politique finalement qui fait que les déficits sont un marché tellement juteux qu'on ne va pas les arrêter comme ça tant qu'il y aura des politiques libérales. Dernière question sur la situation internationale. Demain, François Hollande ira en Irak. Apparemment, la guerre de la coalition se précise, y compris jusqu'en Syrie. C'est ce qu'a dit Barack Obama. Vous en pensez quoi de ça? C'est une bonne idée d'aller frapper la Syrie? Non, je ne pense pas, parce que ça va probablement faire que... Oui, je pense que ça va d'abord renforcer Assad, si on le fait en Syrie, probablement, et que c'est pas ce que réclame la révolution et la résistance syrienne, dont laquelle nous, on est solidaires depuis le début. Je pense notamment à nos camarades. Laisser prospérer les djihadistes en Syrie avec ces pas dit ça, et puis là, on va faire un peu dans le détail, parce que c'est une question trop sérieuse. Nous, on a des camarades, là-bas, du courant de la gauche révolutionnaire syrienne. Alors, ils sont peut-être minoritaires, mais depuis le début, ils animent la révolution contre la dictature d'Assad et contre l'État islamique. Et ils réclament une chose aujourd'hui. S'il y a de l'aide, c'est de l'aide politique, diplomatique, voire leur donner des armes. Mais surtout pas que des puissances occidentales impérialistes viennent se substituer à leur processus de révolution. Quant à l'Irak, c'est un pays qui a trop souffert depuis 30 ans pour qu'on leur envoie Hollande. Franchement, je pense qu'ils ne méritent pas ça. Merci Olivier Besancenot d'être venu répondre à nos questions ce soir.